Ça tourne. Pendant les grandes vacances, lorsque j'ai réfléchi à la manière dont j'allais organiser ce cours pour cette année-ci, puisque j'essaye de varier, comme vous le savez, le programme chaque année, je me suis fixé un certain nombre d'objectifs, et puis, en fouillant un petit peu, plus exactement, en mettant de l'ordre dans ma bibliothèque, je suis tombé, et je suis vraiment heureux que cet événement soit survenu, sur un manuscrit qu'un de mes professeurs, plus exactement mon maître, Roland Cray, m'avait offert peu de temps avant de décéder, il y a de ça maintenant plus de 20 ans. Et tombant sur ce manuscrit, je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'une leçon. Il se fait qu'il a publié, il y a de ça, donc je vous dis maintenant, oui, presque 22, 23 ans, une traduction d'une utopie du début du XVIIe siècle qui a pour auteur un moine calabrais du nom de Tommaso Campanella. Ouvrage qui s'intitule La Cité du Soleil. Donc en latin, Civitas Soli. Et en relisant ce manuscrit, je me suis dit que j'allais non pas refaire ce qu'il avait fait, mais partir de deux auteurs beaucoup plus connus qui encadrent chronologiquement cette œuvre, à savoir l'utopie de Thomas More et d'autre part la Nouvelle Atlantide de Francis Bacon. Il se fait que ce professeur, que j'ai eu donc il y a bien longtemps, me disait que je faisais partie de la pire race qui puisse exister sur Terre, c'est-à-dire celle des optimistes déçus. Parce qu'il me connaissait, il savait que j'étais un petit peu idéaliste, j'étais effectivement quelqu'un qui espérait beaucoup et qui par conséquent pouvait être plus rapidement malheureux que ceux qui appartenaient à sa race, j'utilise l'expression qu'il utilisait devant moi, puisqu'il se définissait lui-même comme un pessimiste, et comme les choses finalement n'étaient jamais aussi graves qu'on les imaginait au départ, mais que finalement il n'était pas si malheureux que ça, puisque étant pessimiste, il remarquait qu'il y avait des bonnes choses qui arrivaient de temps en temps. Tandis que moi je faisais partie de l'autre catégorie des gens perpétuellement déçus, croyant toujours que tout va bien se passer, et que, hélas, ça ne se passait pas toujours comme on le voulait, et que, inévitablement, j'étais triste à certains moments. Je ne tombais pas dans la mélancolie, mais enfin, à peu près. Et donc, depuis lors, j'ai fait mienne la phrase célèbre, la réflexion célèbre de Guillaume le Taciturne, que vous connaissez certainement, qui est, vous vous souvenez, Guillaume le Taciturne, vous voyez qui est Guillaume le Taciturne, donc était statthalter de Hollande, c'est-à-dire des Provinces-Unies, et qui était, la figure de proue de l'indépendance des Provinces-Unies vers 1585, donc à la fin du XVIe siècle. Et il avait sorti une réflexion devenue très célèbre, un adage, qui est la suivante: il ne sert à rien d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Et donc, je me suis fait mienne cette phrase, qu'il faut effectivement toujours aller de l'avant. Ceci dit, ça c'est, je dirais, les raisons personnelles qui vont orienter vers ce sujet-là. Mais il y a évidemment des raisons plus objectives qui peuvent intéresser des étudiants de votre âge, de première année, dans le cadre d'un cours d'histoire des idées, d'un cours d'histoire de la philosophie. Alors, quelles sont ces raisons? C'est que nous vivons dans un monde qui laisse peu d'espoir aux jeunes, qui sont condamnés à vivre dans le présent, à zapper dans le courant de toute leur existence, et auxquels on ne donne pas vraiment de possibilité d'avenir, je dirais, d'avenir radieux. Il m'a paru donc nécessaire d'intégrer ce cours d'aujourd'hui, cette leçon
dans le cadre du cours d'histoire des idées, d'histoire de la philosophie, parce que l'utopie, qui est un genre littéraire, a cette caractéristique de critiquer comme un contre-miroir la société dans laquelle nous nous trouvons. Et peut-être de tenir un langage, un discours qui va à l'encontre du prétendu réalisme de l'idéologie dominante. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le discours que l'on entend continuellement dans la presse, dans la bouche des hommes politiques, c'est qu'il faut serrer la ceinture, c'est qu'on est dans une période d'austérité, parce qu'il y a une compétitivité accrue dans le monde contemporain, qu'il faut sans arrêt se battre, et que par conséquent, il y a un certain nombre de mesures qui ne sont pas socialement sympathiques, mais qui sont nécessaires pour ne pas handicaper le futur. On entend cela tous les jours. On sait également que les jeunes se désintéressent, d'ailleurs comme la plus grande partie de la population, de la politique. Traiter de l'utopie, c'est, me semble-t-il, être l'occasion de montrer qu'il y a moyen d'aborder la politique noblement et de lui restituer toute sa place dans la cité. La politique, c'est-à-dire l'organisation de la cité, ou la réflexion sur l'organisation de la cité, ce que les Grecs appelaient la politeia, c'est en fait une nécessité. On ne peut pas vivre dans une société donnée sans penser à son organisation. Si l'on ne pense pas par soi-même, et c'est l'objet même d'un cours de philosophie, qui est d'apprendre par soi-même, apprendre à penser, apprendre à argumenter. Eh bien, si l'on n'apprend pas à penser par soi-même, de manière autonome, ce seront d'autres qui penseront à votre place, dans leur intérêt. Et vous allez vous trouver tout à fait logiquement en situation de dominer face à des dominants qui cherchent à imposer leur vue, qui chercheront donc à vous exploiter, qui chercheront donc à vous dominer et qui feront de vous des individus aliénés, c'est-à-dire étrangers à eux-mêmes. Étrangers à eux-mêmes. C'est ça, être aliéné. C'est ne plus être soi-même. Le mot alienus, en latin, veut dire étranger, d'ailleurs. C'est l'objet, pour ceux qui l'ont lu, du livre d'Albert Camus, L'étranger. Je vais vous lire un passage d'Hésiode. Alors Hésiode, c'est un des plus anciens auteurs grecs, juste après Homère, qui aurait écrit au 8e ou 7e siècle avant notre ère plusieurs livres, la Théogonie, les Travaux et les Jours et le Bouclier. Je montre ici, devant la caméra, donc voilà, cet ouvrage que j'ai ici en traduction française aux éditions Les Belles Lettres. Le passage que je vais vous lire est court, mais il est assez significatif que pour introduire le sujet du jour. Dore fut la première race d'hommes périssables que créèrent les immortels habitants de l'Olympe. C'était au temps de Cronos, quand il régnait encore au ciel. Ils vivaient comme des dieux, le cœur libre de soucis, à l'écart et à l'abri des peines et des misères. La vieillesse misérable sur eux ne pesait pas, mais, bras et jarrets toujours jeunes,
il s'égayait dans les festins, loin de tous les maux. Mourant, il semblait succomber au sommeil. Tous les biens étaient à eux. Le sol fécond produisait de lui-même une abondante et généreuse récolte, et eux, dans la joie et la paix, vivaient de leurs champs au milieu de biens sans nombre. Vous voyez en quoi ce passage, cet extrait d'un livre qui date maintenant de plus de 2600, 2700 ans, introduit tellement bien mon sujet d'aujourd'hui. Il y aurait eu, d'après Hésiode, 3 âges qui se seraient succédés dans l'histoire de l'humanité: un âge d'or, un âge d'argent et un âge de bronze. 3 âges, 3 périodes, 3 époques où les races auraient été de moins en moins heureuses et où ces ancêtres de l'humanité auraient dû travailler de plus en plus dur pour connaître le bonheur. Cet âge d'or dont je viens de vous relater la vision qu'en a Hésiode est un âge, je dirais, qui correspond au paradis des Juifs et des chrétiens. Ça correspond un petit peu au fameux jardin d'Éden dont il est question donc dans la Genèse. Les sociétés, les civilisations ont souvent imaginé qu'à l'origine de leur société, il y avait donc une période où tout était merveilleux, où tous connaissaient le bonheur. Et cette idée va être reprise au cours des siècles, et plus particulièrement à partir de la Renaissance, qui est le point de départ, je dirais, de mon exposé, et je me limiterai d'ailleurs à la Renaissance. Pourquoi ai-je choisi l'Angleterre de la Renaissance, c'est-à-dire l'Angleterre cette période qui va du début du XVIe siècle au début du XVIIe siècle? Eh bien, parce que l'Angleterre a vu naître 2 personnages qui méritent à plusieurs titres la comparaison. Il s'agit d'une part de Thomas More, qui est né en 1478 et est mort décapité en 1535, et d'autre part de Francis Bacon, qui est né en 1661 et est décédé, j'ai bien dit en 1561, oui, excusez-moi, 1561, et est décédé en 1626. Donc le premier est mort à 57 ans, le second est mort à 65 ans, ce qui était des âges courants pour mourir à cette époque-là. Sauf que Thomas More aurait pu vivre beaucoup plus longtemps, puisqu'il était décapité. Ce n'est pas tellement le territoire sur lequel ils ont vécu qui les rapproche, c'est que ils ont écrit tous les deux une utopie, mais surtout, et ceci justifie le titre de mon exposé aujourd'hui, c'est que tous les deux ont été des hommes politiques. Tous les deux ont été Lord Chancellor, c'est-à-dire l'équivalent de Premier ministre, Lord Chancelier. Peut-on imaginer qu'aujourd'hui, Manuel Valls ou Charles Michel en Belgique écrivent une utopie? Il y a
Peu de chance, évidemment. Ils ont des politiques. Il ne m'appartient pas ici de juger, mais leurs propos sont très terre à terre. Il s'agit pour eux d'être dans ce langage réaliste, entre guillemets, qui caractérise les hommes politiques. La notion de concrétude intervient constamment dans leurs propos. Eh bien, au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, vous avez donc deux premiers ministres successifs qui ont écrit donc des ouvrages où ils imaginent un monde meilleur, un autre monde. Et c'est bien la raison pour laquelle je tenais à faire un cours cette année-ci sur l'utopie. Que peut devenir une jeunesse si elle n'est pas capable de formuler des rêves, mais surtout d'imaginer un monde meilleur que celui dans lequel elle vit? Ça s'apprend aussi d'imaginer un monde meilleur. Non seulement il faut l'imaginer, mais il faut aussi se donner des outils pour pouvoir le construire. C'est à cet âge que je vais tâcher de m'employer en vous expliquant les deux systèmes auxquels ont pensé donc nos deux auteurs, Thomas More et d'autre part Francis Bacon. Ils ont eu une carrière parallèle. Tous les deux ont fait des études de droit. Tous les deux ont été avocats, juges. Ils ont été tous les deux membres du Parlement, c'est-à-dire de la Chambre des communes, des Commons, à Londres, alors qu'ils étaient très jeunes. Francis Bacon avait 22 ans, Thomas More en avait 26. Thomas More est même devenu speaker de la Chambre des communes, c'est-à-dire le président, celui qui donne la parole. Et puis, je vous l'ai dit, ils ont fini leur carrière comme Premier ministre, comme Lord Chancellor. Tous les deux ne sont restés au pouvoir en tant que Premier ministre que 3 ans. C'est aussi un élément qui les rapproche. Thomas More est resté au pouvoir entre 1529 et 1532. Francis Bacon, lui, est resté au pouvoir entre 1618 et 1621. Il est mort en 1626. Tous les deux sont morts, j'allais dire, pour leur cause. Thomas More s'est opposé au roi d'Angleterre Henri VIII parce qu'il refusait de cautionner, d'une part, son divorce d'avec Catherine d'Aragon, pour épouser donc Anne Boleyn, et d'autre part, parce qu'Henri VIII voulait se présenter comme le chef non seulement politique de l'Angleterre, mais également comme le chef spirituel de l'Église catholique d'Angleterre. C'est la raison pour laquelle, en 1531, en novembre, il fait voter l'acte de suprématie. Thomas More va refuser d'y adhérer,
et c'est ce qui lui vaudra évidemment d'être accusé de haute trahison et d'être décapité, je crois que c'est au mois de juin 1535, après avoir été enfermé à la Tour de Londres. Donc il est mort pour sa cause, vous imaginez. Donc, je dirais la rigueur et la droiture de ce personnage qui, refusant l'opportunisme qui, pour un homme politique, est la règle générale, on s'adapte au chef de l'État, a fortiori si celui-ci est un monarque absolu. Non, il est resté fidèle à ses convictions. Et il a considéré jusqu'à sa mort que le pape restait le chef de l'Église universelle et par conséquent également de l'Église catholique d'Angleterre. C'est d'abord aussi, je dirais, pour des raisons politiques qu'il est resté ferme dans ses convictions, parce que remettre en cause l'autorité du pape était à terme remettre en cause l'autorité du roi d'Angleterre. À partir du moment où l'on remet en cause un pouvoir absolu quel qu'il fût, eh bien, en cascade, inévitablement, le phénomène allait faire des petits, et d'ailleurs, c'est ce qui va se faire. Il y a toute une série de sectes qui vont apparaître en Angleterre par la suite, parmi les protestants. Quant à Francis Bacon, alors là, on saute d'un siècle, c'est non seulement un homme politique de première envergure, mais c'était aussi un scientifique. C'était un scientifique qui, tenez-vous bien, il était tellement passionné par les expériences qu'il faisait qu'il est mort d'une bronchite. Pourquoi est-il mort d'une bronchite? Parce qu'en fait, il avait manipulé des volailles en putréfaction et qu'il avait voulu les réfrigérer. Et donc, c'est pas, comment dirais-je, pour des raisons bactérielles qu'il est mort, mais parce que simplement, en voulant le mettre dans, non pas le frigo, parce que le frigo n'existe pas évidemment à cette époque-là, mais en voulant mettre ces poulets putréfiés qui commençaient à sentir mauvais dans une glacière, il est resté un peu trop longtemps dans la glacière, il a pris froid et il en est mort. Donc vous voyez que ces deux personnages, évidemment, ne sont pas morts pour leur cause de la même manière. Le premier, c'est fidèle à ses convictions pour des raisons politiques et philosophiques aussi, et le second, c'était un savant qui quelque part était au bout de sa logique, et faisant des expériences dans un domaine qui n'était pas celui de la politique, eh bien finalement, il est mort en faisant une de ces expériences, un peu, je dirais, comme Marie Curie, qui est morte d'un cancer aux mains, à force de manipuler du radium au début du XXe siècle. C'est un petit peu, de manière analogique, un petit peu ce qui s'est passé pour Francis Bacon. Voilà quelques éléments biographiques qu'il importait de relever, parce que je crois que cette comparaison a du sens et que cette comparaison n'est pas purement qu'analogique. Maintenant, on va arriver à leur théorie, c'est-à-dire on va arriver aux ouvrages que l'un et l'autre ont écrits dans le domaine de la littérature utopique. Car l'utopie est au XVIe, au XVIIe et je dirais même encore au XVIIIe siècle, l'utopie est avant tout un genre littéraire, il ne faut pas l'oublier. C'est un genre littéraire. Un genre littéraire, ça veut dire que quand l'auteur écrit, mais il met son lecteur dans une position ambiguë, puisque c'est au lecteur à lui-même à se déterminer pour ou contre l'histoire qu'il relate. Donc la liberté est laissée au lecteur. Il n'y a pas de sens prédéterminé dans la réception de la lecture. Au XIXe et au XXe siècle, là, les utopies sont passées
de l'imagination à la réalisation. Au XIXe siècle, il y a un certain nombre de penseurs que Karl Marx va appeler des socialistes utopiques, comme Fourier, comme Saint-Simon, comme Owen, par exemple, qui vont créer des cités idéales, mais qui, à terme, vont échouer. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il existe encore certaines de ces cités ou de ces villages idéaux, mais qu'il s'agit de phénomènes tout à fait marginaux. Je pense en particulier, et vous connaissez sans doute ceci, c'est ce quartier de Copenhague qui s'appelle Christiania, où vous avez donc tout un quartier qui est entre les mains des anarchistes, où ils ont créé une petite ville dans la ville, où ils ont établi leurs propres règles, c'est-à-dire l'absence de règles. Chez les anarchistes, c'est toujours comme ça, mais voilà. C'est la communauté qui décide de sa propre organisation sans avoir la chape de plomb de l'État au-dessus d'elle. Alors, quand vous rentrez à Christiania, ça ressemble d'ailleurs, c'est bien dommage d'ailleurs, d'un point de vue touristique, presque à un zoo. Vous rentrez dans cette zone et vous allez rencontrer des gens qui mènent leur vie sans contrainte, des bâtiments où il y a des réunions en communauté de gens, etc. Vous savez, ça existe encore dans d'autres parties du monde, mais le phénomène est très minoritaire. Il y a comme ça ce village en Andalousie, je ne sais plus comment il s'appelle, voilà, c'est Mataria, je ne sais plus très bien du nom, mais qui est en fait autogéré maintenant depuis plus d'une trentaine d'années par les villageois eux-mêmes. Il y a 2 fois moins de chômeurs, parce qu'il y a une répartition équitable du travail, mais ce qui est peut-être un peu plus inquiétant, ceci dit, je n'y ai pas été, j'ai une amie qui a été il y a 2 ou 3 semaines, et qui m'a donné un tout petit compte-rendu, mais qui m'expliquait en fait que c'est le même maire communiste depuis 30 ans. Le fait que ce soit le même maire, ça m'inquiète un petit peu. Parce que si on est dans un système d'autogestion, comment dirais-je, la répétition d'un mandat n'est pas sain, à mes yeux. Mais enfin, pour le reste, voilà, donc il existe des expériences comme ça, des petits villages, ou des lieux autogérés, ça existe, des squats, tout simplement. Des squats, ça existe, voilà. Alors, donc c'est pour vous dire, au 19e au 20e siècle, il y a eu des tentatives, il y en a qui subsistent, mais elles ont toujours été marginales. Vous connaissez certainement ces expériences qui ont été menées après mai 68, où des jeunes partaient en communauté, soit des individus, soit quelques couples, qui constituaient un petit village ou un petit hameau comme ça, en Auvergne ou ailleurs, dans des régions assez sauvages de la France. Ça existait aussi déjà bien avant 68, déjà depuis 63, 64 à Berkeley, enfin, ça avait en Californie, ça existait aussi. Ça donnait lieu à un genre littéraire particulier, comment dirais-je, de films, de cinéma en particulier, qu'on appelle les road movies. Donc, les gens partent sur la route, et puis ils vont là où leur mène, je dirais, leur tempérament, leur destin, au jour le jour. Maintenant, prenons le cas donc de l'utopie de Thomas More. Alors, Thomas More écrit en 1516 et publie la même année. Il a dû faire ça en très très peu de temps parce qu'il avait des activités politiques, il était ambassadeur en particulier d'Angleterre à Bruges à la même époque, donc il écrit très très rapidement un ouvrage en latin. Un ouvrage en latin. Pourquoi en latin? Parce qu'on est à l'époque de l'humanisme et on est à une époque où le latin est la langue de communication, je dirais, entre les intellectuels. Alors, c'est pas seulement parce qu'on est à la Renaissance, parce qu'au Moyen-Âge, on écrit bien sûr aussi en latin, sauf que l'on cherche à écrire dans un latin qui soit épuré et qui se rapproche le plus possible du latin de l'Antiquité classique, c'est-à-dire du 1er siècle avant Jésus-Christ et du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, de l'époque
l'époque de Jules César ou de l'époque augustéenne. Donc c'est un latin épuré, un latin classique. Ce livre qu'il va publier en 1516 tire son nom d'un mot qu'il invente avec son ami Erasme, appelé d'habitude le prince des humanistes, Erasme de Rotterdam. Alors le mot utopie en français donc vient du mot utopia, puisque le roman, enfin oui c'est un roman, cet ouvrage porte un nom latin, et utopia vient d'un préfixe grec et d'un mot grec qui est le u, upsilon donc en grec, le u initial qui veut dire, qui marque la négation, ça vient de ou en grec, ou en grec, oméga upsilon, ou qui marque la négation, c'est le non, ça veut dire non, et de topos qui veut dire le lieu. Donc ça veut dire le nom, l'île, parce que l'utopie c'est une île, ça veut dire l'île de nulle part, l'île qui n'existe pas, l'île de non-lieu, ça veut dire non-lieu, littéralement, utopie, c'est un non-lieu. Alors certains, et il se fait que ce mot va être utilisé pour désigner un genre littéraire où le U, le upsilon donc, a pu mal être interprété, mais en tout cas, dans l'idée de Thomas More, c'est bien la négation qui prime, c'est bien le ou, a été interprété comme le lieu où il fait bon vivre. Donc là, ça rejoint le texte d'Hésiode dont il a été question avec la race d'or chez les hommes. Et donc, ce concept de bien en grec se dit EU, donc epsilon, upsilon, EU. Alors vous allez dire, mais pourquoi du U on est passé au E, ou du OU on est passé au E? Parce qu'en fait, en anglais, utopia, ça se prononce utopia. You. Ça va. Donc, le U et le EU se prononcent de la même manière en anglais. Donc, c'est utopia. Et donc, comme il écrit en Angleterre, on a donné un double sens à ce terme d'utopia, c'est-à-dire ça peut être l'endroit qui n'existe pas, c'est-à-dire le non-lieu, mais ça peut être aussi le lieu où il fait bon vivre. Parce que E, en grec, ce que je ne vous ai pas encore dit, ça signifie bon, ça signifie bien. Pensez à l'étymologie de euthanasie, ce qui signifie la belle mort, l'eugénisme. Quand vous avez E au début d'un mot, E, ça signifie bon, bien. Ça va? Les eupatries, par exemple, les bons pères, chez les Athéniens. Voilà, ça c'est pour l'étymologie. Alors, l'utopie de Thomas More comprend deux parties. La première partie du livre est en fait une description et surtout une analyse très critique de l'Angleterre de son temps, c'est-à-dire de l'Angleterre de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle. Et c'est seulement la deuxième partie du livre qui est, au sens où nous l'entendons maintenant, une utopie. C'est dans la deuxième partie de l'ouvrage, en effet, que Thomas More relate une expérience maritime de découverte qu'un marin lui raconte. Ce marin, je l'ai écrit au tableau, s'appelle Itlodée, vous voyez, Itlodée. Si on le prononce à l'anglais, ce sera Islodie, mais bon, il se fait que Itlodée, ça vient de deux mots grecs là aussi. Itlodée. Alors Itlodée, qui a pour prénom Raphaël, qui est donc
celui auquel s'adresse le narrateur étant Thomas More lui-même. Oui, petite parenthèse, Thomas More, morus en latin ça veut dire le fou, hein, porte un drôle de nom. Enfin, ça c'est pas un personnage inventé, c'est son vrai nom. Hein, Thomas More, ça veut dire Thomas le fou, littéralement. Eh bien, Hitlodé, ça signifie celui qui est expert en bavardage. Ce que je suis d'ailleurs moi-même un petit peu, hein, vous l'avez remarqué. Donc, Hitlodé, ça vient de Hutlos, en grec, qui veut dire bavardage, et de daios, qui en grec veut dire expert, habile, celui qui est habile à parler. Effectivement, c'est lui qui raconte l'équivalent d'un ouvrage entier, quoi, enfin, qui raconte toute l'histoire, Hitlodé. Hein, il raconte à Thomas More, qui est le narrateur, enfin, le récepteur imaginaire, parce qu'évidemment, Thomas More n'a rien dans là, tout ce qu'il écrit dans le livre, c'est le produit de sa propre imagination, dans lequel il va critiquer le système en place. Vous imaginez, pour un futur Premier ministre, c'est qu'il n'avait pas vraiment un plan de carrière. Hein. C'est quelqu'un qui, en 1516, critique le système dans lequel il est, et qui, je dirais, une dizaine d'années plus tard, va devenir Premier ministre. Donc, on ne peut pas dire qu'il était opportuniste. Il se fait que Henri VIII était assez intelligent pour se rendre compte que c'était un esprit brillant, quelqu'un de sûr, d'adroit, qui le servirait pleinement. Ce que Thomas More a fait d'ailleurs. Hein. Et quand ça n'a plus été, ben voilà, hein, il est parti. Il a démissionné avant de se faire exécuter. Dans la première partie, donc, Thomas More analyse avec beaucoup d'acuité le système de son époque. Donc, quand vous pensez qu'il y a de cela maintenant, exactement, vous voyez, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est le 5e centenaire, on est en 2016, je n'avais même pas fait le lien. C'est le 5e centenaire de la publication d'Utopie, hein, qui date de 1516. Oui, c'est seulement maintenant que ça me vient à l'esprit. Un peu curieux. Mais enfin, ce n'est pas dans cet objectif-là que j'en parle aujourd'hui, mais donc il y a 500 ans exactement, il a publié au mois de juin, mais il a sans doute écrit au mois de janvier, février, donc c'est vraiment il y a 500 ans. Donc, il a critiqué la société de son temps avec une acuité étonnante. Je vais vous lire quelques passages, parce qu'il démonte, dans la première partie de son livre, il démontre non seulement le système politique, le système social et le système économique. Déjà, il critique les rois de son époque, à savoir Henri VII, puis Henri VIII, hein, le fils du précédent, qui mènent des guerres très nombreuses et qui ne sont pas souhaitables pour le peuple, qui en souffre. Premier élément. Ensuite, sur le plan juridique, ou plutôt judiciaire, il trouve insensé que l'on condamne à mort des gens qui ont simplement volé. Ensuite, sur le plan économique, et je vais vous lire un extrait à ce sujet-là, il critique le système des enclosures. C'est quoi ce système? Des enclosures, des enclotures, pour parler vieux français. C'est un système qui permettait aux seigneurs d'occuper des terres, ou plus exactement, d'occuper des terres qui, jusqu'alors, étaient à la disposition des paysans pour y laisser pâturer leurs troupeaux, ou tout simplement pour cultiver. À partir du moment où ces seigneurs établissent des clôtures autour de ces terres, les paysans ne peuvent plus y pénétrer, et donc vont grossir peu à peu ce prolétariat rural qui doit se mettre au service des seigneurs pour travailler, ou devoir rejoindre les villes où les mendiants se multiplient.
Donc, au début du XVIe siècle, nous n'en sommes pas encore à la révolution industrielle du XVIIIe, mais on voit se mettre en place un système économique capitaliste qui se fait au détriment des plus faibles et où les seigneurs qui, jusqu'alors, faisaient fortune sur base de la rente féodale, dorénavant s'enrichir dans le cadre d'un autre système qui est celui de la production en grand nombre de laine en particulier, puisqu'il s'agit de moutons qu'on laissait pâturer, et parfois certains seigneurs possédaient plusieurs dizaines de milliers de moutons. On a compté jusqu'à 27 000 moutons. Et qui vont faire qu'une nouvelle classe sociale apparaît, qui est l'ancêtre, je dirais, de la bourgeoisie de type industriel. Je vous lis les passages qui me semblent... Vous allez voir, si je ne disais pas que c'est tiré d'un texte d'il y a 500 ans, on pourrait croire que ça a été écrit il y a 200 ans, il y a 300 ans, beaucoup plus récemment. Donc, je prends le livre 1, puisqu'il s'agit de la critique de l'Angleterre de son temps, avant d'arriver à l'utopie. La principale cause de la misère publique, c'est le nombre excessif des nobles, frelons oisifs qui se nourrissent de la sueur et du travail d'autrui, et qui font cultiver leurs terres en rasant leurs fermiers jusqu'au vif. Pour augmenter leurs revenus, ils ne connaissent pas d'autre économie. Il pointe déjà les causes de la misère. En ce qui concerne les enclosures, les innombrables troupeaux de moutons qui couvrent aujourd'hui toute l'Angleterre... Ah non, voilà, je recommence à partir de là. Alors, ces bêtes, donc les moutons, si doux, si sobres partout ailleurs, sont chez vous... Alors là, c'est Itlodé qui est en train de s'exprimer devant Thomas More, le narrateur. Sont chez vous tellement voraces et féroces qu'elles mangent même les hommes et dépeuplent les campagnes, les maisons et les villages. En effet, sur tous les points du royaume, où l'on recueille la laine la plus fine et la plus précieuse, accourent pour se disputer le terrain les nobles, les riches et même de très saints abbés. Ces pauvres gens n'ont pas assez de leur rente, de leurs bénéfices, des revenus de leurs terres. Ils ne sont pas contents de vivre au sein de l'oisiveté des plaisirs, à charge publique et sans profit pour l'État. Ils enlèvent de vastes terrains à la culture, les convertissent en pâturage, abattent les maisons, les villages et n'y laissent que le temple pour servir d'étable à leurs moutons. Ils changent en désert les lieux les plus habités et les plus cultivés. Alors là, on arrive à un texte encore plus important, qui est, que l'on retrouve toujours dans le livre 1, mais qu'annonce le livre 2, parce que dans le livre 2, l'idée centrale, c'est que cette société que Thomas More veut promouvoir, celle qu'il promeut, c'est en fait une société communiste. Imaginez un Premier ministre d'Angleterre, un futur Premier ministre d'Angleterre qui veut promouvoir un système communiste. Non pas le système communiste aristocratique que Platon développe dans la République, au IVe siècle avant notre ère, non pas encore, bien sûr, le socialisme dit scientifique que le marxisme va mettre en place au XXe siècle, mais un communisme intermédiaire. Il dit ceci: partout où la propriété est un droit individuel, où toute chose se mesure par l'argent, là, on ne pourra jamais organiser la justice et la prospérité sociale, à moins que vous n'appeliez juste la société où ce qu'il y a de meilleur est le partage des plus méchants, et que vous n'estimiez parfaitement heureux l'état où la fortune publique se trouve la proie d'une poignée d'individus insatiables de jouissance, tandis que la masse est dévorée par la misère. Un peu plus loin, ailleurs,
Le principe du tien et du mien est consacré par une organisation dont le mécanisme est aussi compliqué que vicieux. Des milliers de lois qui ne suffisent pas encore pour que tout individu puisse acquérir une propriété, la défendre et la distinguer de la propriété d'autrui. À preuve, cette multitude de procès qui naissent tous les jours et ne finissent jamais. Encore un peu plus loin, Platon, ce grand génie, avait aisément prévu que le seul moyen d'organiser le bonheur public, c'est l'application du principe de l'égalité. Or, l'égalité est, je crois, impossible dans un état où la possession est solitaire et absolue, car chacun s'y autorise de divers titres et droits pour attirer à soi autant qu'il peut, et la richesse nationale, quelque grande qu'elle soit, finit par tomber en la possession d'un petit nombre d'individus qui ne laissent aux autres qu'indigence et misère. Voilà ce qui me persuade invinciblement que l'unique moyen de distribuer les biens avec égalité, avec justice, et de constituer le bonheur du genre humain, c'est l'abolition de la propriété. Tant que le droit de propriété sera le fondement de l'édifice social, la classe la plus nombreuse et la plus estimable n'aura en partage que disette, tourments et désespoir. Vous voyez, moi, quand je lis ça, je me dis, c'est quand même un texte révolutionnaire. Il écrit il y a 500 ans. C'est un futur Premier ministre. Hein, on n'est pas à l'époque de Karl Marx, on n'est pas au XIXe siècle, on n'est pas au moment de la révolution industrielle. Il dit, je répète, c'est qu'il faut que pour constituer le bonheur du genre humain, il faut l'abolition de la propriété. Il dit, tant que le droit de propriété sera le fondement de l'édifice social, la classe, etc. Mais donc, en fait, il met le doigt sur l'essentiel. Qu'est-ce qui fait le fondement de notre société encore au XXIe siècle? C'est la propriété, je signale. C'est le fondement du droit, la défense de la propriété. Propriété des biens et des personnes, mais ça reste le fondement du droit à l'heure actuelle. Et alors, face à ça, il propose un système, justement, et ça se trouve dans la deuxième partie, c'est la conclusion tout à fait logique. Les utopiens appliquant ceci, le principe de la possession commune, pour anéantir jusqu'à l'idée de la propriété individuelle et absolue, ils changent de maison tous les 10 ans et tirent au sort celle qui doit leur tomber en partage. Avouez quand même, il va quand même assez loin non seulement dans sa critique du système de son époque, mais aussi dans la proposition à résoudre les maux de son époque. Alors, je ne vais pas évidemment ici reprendre toutes les propositions qui interviennent dans l'utopie de Thomas More, mais retenez quand même ceci. C'est que la notion de propriété privée disparaît. Il va en cela beaucoup plus loin que Platon qui, dans la République, ne permettait pas aux philosophes et aux soldats, aux guerriers, de posséder des biens, mais tout simplement parce qu'ils devaient s'occuper de leur emploi, mais qu'en revanche, Platon permettait sans aucune difficulté aux artisans et aux paysans de posséder des propriétés. Donc, Thomas More va beaucoup plus loin, en fait, dans sa logique. Donc, il dépasse, je dirais, le raisonnement de Platon. Dans la société imaginée par Thomas More, le divorce est autorisé, ce qui paraît évidemment contradictoire, puisque lui-même s'est battu contre Henri VIII pour qu'il ne divorce pas de sa femme, Catherine d'Aragon. Mais ce que Thomas More refusait, dans un premier temps, finalement il a accepté, c'était pas tellement qu'Henri VIII divorce, c'était surtout, il ne voulait pas que les enfants de sa seconde femme, Anne Boleyn, qui va d'ailleurs être décapitée aussi par la suite, parce que vous savez qu'il avait la main lourde, Henri VIII, c'est le prototype du personnage de Barbe Bleue. C'est celui qui tue toutes ses femmes successivement. Il a eu 6 femmes, Henri VIII. Donc Barbe Bleue, c'est la même histoire. En fait, Barbe Bleue, Henri VIII avait une grande barbe, un personnage de haute stature aussi.
Et donc, en fait, ce que critiquait Thomas More par rapport à Henri VIII, c'est que l'on reconnaisse les enfants d'Henri VIII, avec sa seconde femme, les enfants potentiels, puisqu'il n'était pas encore marié et remarié à ce moment-là, et que du coup, la postérité du premier lit passe après. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. En fait, c'est un garçon issu du troisième lit. Hein, c'est-à-dire qu'Henri VIII, après Anne Boleyn qui va être décapitée, il va se marier avec Jane Seymour, qui va mourir en couche et qui va enfanter d'un garçon, le futur Édouard VI, qui va passer avant ses deux sœurs, Mary Tudor et ensuite Élisabeth Ier. Mary Tudor qui est la fille de Catherine Dragon, et Élisabeth Ier qui est la fille de Anne Boleyn. Voilà. Alors, parenthèse terminée. Donc, le divorce est autorisé sur l'île d'Utopia, l'euthanasie est aussi autorisée. Or, Thomas More est un fervent catholique, ne l'oubliez pas, et il y a de cela 500 ans. Thomas More, en plus, je dirais, appartient à un groupe particulier de catholiques. Ce sont des intellectuels avancés avec Erasme. Ils veulent retourner au christianisme évangélique, c'est-à-dire au christianisme, et en cela ils rejoignent les protestants comme Luther, Calvin, d'autres, qui veulent retourner au christianisme de l'époque apostolique, des premiers temps de l'Église, tout en restant catholique, ce qui les met évidemment en porte-à-faux par rapport au pouvoir et par rapport à l'Église romaine. Ils ne vont toutefois jamais adhérer au protestantisme. Alors, comment se passe la journée des utopiens? Tout d'abord, ils sont habillés de la même manière pratiquement toute l'année. Je crois qu'ils changent 2 fois par an, je ne sais plus, c'est 1 fois par saison, je crois, mais ils gardent les mêmes vêtements. Ce n'est pas une question d'hygiène, je veux dire, il n'y a pas d'élément de différenciation entre les classes sociales. C'est ça l'objectif du communisme tel qu'il est envisagé par Thomas More. Alors, ils travaillent 6 heures par jour, les utopiens. Ce sont des agriculteurs, et on peut le comprendre, nous sommes dans une société paysanne, nous sommes dans une société pré-industrielle, donc là il n'y a rien de neuf. Ce que je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure, c'est que l'île d'Utopie est séparée du continent, elle a été séparée par son fondateur qui s'appelle Utopos. Vous savez, c'est ce personnage fondateur, législateur, comme il y a eu Lycurgue à Sparte, comme il y a eu Solon à Athènes, comme il y a le fameux César dans La planète des singes, de Pierre Boulle. Vous avez certainement vu le film La planète des singes. Voilà, là aussi il y a le législateur, au départ, c'est César, qui va libérer tous les singes. Et Utopos va donc séparer l'île du continent, et cette île ressemble étonnamment à l'Angleterre. Il y a 54 comtés, 54 villes sur l'île d'Utopie, et comme par hasard, en Angleterre, il y a 53 comtés plus la ville de Londres, ça fait 54 aussi. Donc on voit que Thomas More tend une perche au lecteur pour que l'analogie puisse se faire facilement. Alors, la capitale de l'île d'Utopia s'appelle Amoroth. Alors, Amoroth, a priori, il n'y a pas de lien avec la ville de Londres, quoique, quand on voit l'étymologie d'Amoroth, ça vient d'un mot grec, amoros, qui signifie obscur. Alors maintenant, vous voyez le lien, le smog à Londres, ce brouillard pesant qui fait qu'on ne voit plus rien à un moment donné dans les rues. Eh bien, Amoroth, ça veut dire la ville de l'obscurité. Donc, vous voyez qu'il y a plein... Alors, le fleuve qui coule
au milieu de l'île et qui passe à Amoroth ressemble étonnamment à la Tamise. Hein. Et alors, par ironie, Thomas More lui a donné le nom d'Anhydre. Alors, Anhydre, ça veut dire, en fait, si vous voyez l'étymologie, le A privatif suivi de hydros, qui veut dire l'eau, ça veut dire le fleuve où il n'y a pas d'eau, littéralement. C'est un jeu de mots, il n'y a pas d'analogie à faire, oui, c'est pas écrit au tableau. Hein. Anhydre, c'est A-N-Y-D-R-E. Ça vient de A qui veut dire sang, en grec, privatif, et hydros, qui veut dire l'île. Qui veut dire l'eau, excusez-moi. Alors, conclusion de tout ceci, c'est qu'on peut se demander finalement si, après avoir développé dans une première partie une critique de cette société britannique de son temps, et après avoir proposé une société idéale dont il développe les caractères dans le deuxième livre, si Thomas More est finalement un tenant de cette société en contre-miroir ou pas. Peut-être les choses sont-elles plus ambiguës. Il suffit de lire la dernière page de l'utopie de Thomas More. Ici, j'utilise les éditions sociales, hein, Thomas More. Voilà. Et je remarque que je suis bien pire encore que comment s'appelait ce personnage, Hitler, parce qu'il me reste un quart d'heure, je n'ai pas encore parlé de Bacon, donc je suis vraiment expert en bavardage. Hein. Donc je vais devoir résumer très très fortement mon propos. Simplement, voilà ce que dit, comment il s'appelle, donc Thomas More, ce qu'il fait dire à la fin de son livre, il dit « Car si d'un côté je ne puis consentir à tout ce qui a été dit par cet homme, du reste, cet homme c'est Hitler, ça va ? Du reste fort savant, sans contredit et très habile en affaires humaines, d'un autre côté je confesse aisément qu'il y a chez les utopiens une foule de choses que je souhaite voir établies dans nos cités. » Alors la dernière phrase montre toute l'ambiguïté, évidemment, de ce genre littéraire, parce que c'est finalement le lecteur qui reste avec ce livre entre les mains et qui va décider par lui-même. La dernière phrase, c'est « Je le souhaite plus que je ne l'espère ». Vous voyez la nuance ? Je le souhaite plus que je n'espère. Donc je souhaite, quelque part, qu'il y ait toutes ces réformes telles qu'on a sur l'île d'Utopie, plus que je ne l'espère. Ça veut dire que quelque part le réalisme ressurgit à la dernière minute. Ceci dit, ça peut être pour lui une manière d'établir un écran et de se protéger face au roi, pour montrer qu'il n'est pas un révolutionnaire et que tout ce qui précède est uniquement de l'ordre de l'imagination. Alors je passe très vite maintenant à Francis Bacon. Alors, Francis Bacon, je vous montre ici l'édition en Garnier-Flammarion de la Nouvelle Atlantide. Là, ce n'est pas traduit du latin, c'est traduit de l'anglais. Donc, en anglais, c'est The New Atlantis. The New Atlantis. Donc, la Nouvelle Atlantide. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors là, il s'agit d'une utopie du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas deux parties, comme chez Thomas More. Et je vais aller très vite à l'essentiel. Hein. Retenez simplement que Francis Bacon est resté à la postérité davantage comme philosophe et scientifique que comme homme politique. Il s'oppose d'une part à la méthode aristotélicienne qui place au premier plan la raison. Il s'oppose ensuite aux philosophes de la Renaissance parce que ces philosophes de la Renaissance collectionnent les observations et ne proposent pas de système pour expliquer le monde. Et lui-même arrive avec son propre système, qui est non pas l'usage exclusif de la raison ou l'usage exclusif de l'observation,
que l'on peut collectionner comme ça à l'infini. On peut collectionner des papillons à l'infini, on peut collectionner des timbres à l'infini si vous voulez, mais on ne va rien en tirer. L'expérience, qui va être le maître mot de sa philosophie, expérience, ou plus exactement méthode expérimentale, qui pour pouvoir être validée doit pouvoir être répétée, c'est le processus des savants à l'heure actuelle. Donc pour ça c'est un révolutionnaire sur le plan méthodologique, sur le plan épistémologique. Il révolutionne véritablement la science à ce moment-là. Il faut donc que des savants aient la possibilité de répéter l'expérience pour pouvoir la valider. Et alors, il y a un deuxième élément qui intervient chez Bacon, c'est qu'il introduit la notion de travail en équipe. Jusqu'à son époque, chacun travaillait individuellement quand on faisait de la science. À partir de maintenant, le travail en équipe, le travail de groupe devient une nécessité. Et vous savez que la science contemporaine, la science d'aujourd'hui, nécessite des équipes parfois très très importantes. Comment voulez-vous qu'on ait pu aller sur la Lune sans avoir des centaines de chercheurs à la NASA, avoir des milliers de chercheurs. Même chose dans les laboratoires pharmaceutiques, scientifiques, chimiques, tout ce que vous voulez. Il y a des centaines de personnes qui travaillent là, qui collaborent. Et donc, Francis Bacon va mettre en avant dans son livre, et c'est la partie la plus intéressante du livre, c'est pour ça que je vais maintenant pouvoir aller directement à l'essentiel. Dans ce livre-là, à la fin de son livre, il explique que sur l'île sa propre île, dont la capitale plus exactement de l'île qui s'appelle la Nouvelle-Atlantide, je cherchais le terme tout simplement, New Atlantis, qui se trouve dans le Pacifique, ce qui est un petit peu comique, mais enfin bon, la Nouvelle-Atlantide est dans le Pacifique. Et sur cette île, il y a une capitale qui s'appelle Ben Salem. Ben Salem, on peut supposer que ça renvoie donc à l'étymologie hébraïque, qui veut dire les enfants de la paix. Ben ou Ibn, en arabe, ça veut dire fils de ou enfant. Salem, c'est la paix. Vous savez que les Arabes ou les Juifs, quand ils disent shalom, etc., ce signe-là, c'est le signe de paix, donc c'est les enfants de la paix. Eh bien, dans cette capitale, au IVe siècle avant notre ère, un certain Salomona a fondé une cité de Salomon où travaillent des savants. Cité de Salomon qui porte donc le nom de ce roi juif du Xe siècle avant notre ère, le fils donc de David. Dans cette cité ou dans cette maison de Salomon, il y a 36 chefs de laboratoire, ou plus exactement 36 moins 12, disons qu'il y a 36 directeurs de recherche, pour utiliser un terme actuel, 36 directeurs de recherche, dont un tiers, c'est-à-dire 12 d'entre eux, circulent de manière anonyme à travers le monde, puisqu'on n'est pas censé connaître l'existence de cette ville, de cette nouvelle Atlantide, pour se mettre au courant de toutes les découvertes qui sont dans le monde, et les autres directeurs de recherche qui restent sur place, eux, font des expériences dans des laboratoires. Alors il faut lire la fin de cet ouvrage de New Atlantis. Ils font des recherches dans le domaine de la géologie, dans le domaine de la pharmacie, de la chimie, de la biologie. C'est vraiment incroyable tout ce qu'il imagine. Si vous voulez, on y lit un petit peu ce que l'on sait des recherches que faisait Léonard de Vinci, et ça nous fait penser aussi, il anticipe, je dirais, la littérature de Jules Verne également. Vous savez, il est question de sous-marins, d'avions, etc. Nous sommes au début du XVIIe siècle. Donc là aussi, c'est un personnage qui anticipe son époque
lui, sur le plan scientifique, de la même manière que Thomas More anticipait, je dirais, le futur dans le domaine politique et social, économique. Voilà. Toutefois, et je vais terminer avec ça avant de vous montrer mes livres, il y a aussi une ambiguïté ou quelque chose qui nous déçoit, qui pourrait nous décevoir. Hein. Nous n'avons pas apporté de jugement évidemment là-dessus, mais à la toute dernière page de son livre, La Nouvelle Atlantide, voici ce qu'il dit. Puisque c'est nouveau, un personnage, un prêtre qui raconte à celui qui va nous transmettre le message, le narrateur ici. Enfin, nous faisons, ce sont donc ceux qui habitent sur la Nouvelle Atlantide. Ainsi, nous, les Atlantides, je ne sais pas comment on dit, les Atlantes, nous faisons des tournées dans les principales villes du royaume. Au cours de ces visites, quand l'occasion s'en présente, et quand nous le jugeons bon, nous rendons public telle ou telle nouvelle invention utile. Nous leur annoncerons aussi par des procédés de prédiction naturelle les maladies, les épidémies, etc. Alors retenez cette phrase. Et quand nous le jugeons bon, nous rendons public telle ou telle invention utile. Ça veut dire que ce n'est pas aussi sympathique que ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans un système clérical. Il y en a qui savent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. On n'est pas du tout dans un système démocratique. Il y a les clercs, c'est l'équivalent des prêtres, même s'ils sont directeurs de recherche, de ce qu'on pourrait appeler maintenant le FNRS ou le CNRS. Ils sont en fait les détenteurs, pas seulement du savoir, mais ils sont également le détenteur de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Donc ça annonce les contre-utopies du XXe siècle. Ça annonce, de loin, 1932, Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Ça annonce de loin aussi la contre-société de George Orwell, 1984. Donc vous voyez, toutes ces sociétés, ces contre-modèles qui datent de 1949, donc toutes ces sociétés du XXe siècle qui sont décrites dans ces contre-modèles, dans ces ouvrages, qui sont des contre-utopies, véritablement. Voilà. Alors maintenant, pour conclure, retenons quand même positivement que Francis Bacon est à l'origine de grandes institutions qui ne sont pas des universités et qui sont des centres de recherche où les savants peuvent communiquer leurs découvertes, même s'il ne s'agit pas au sens propre de laboratoire. Ce sont les académies qui vont être créées à partir de 1660. En Angleterre, à Londres. Donc, lui meurt en 1626. Son ouvrage paraît de manière posthume en 1627. Et en 1660, à Londres, est fondée la Royal Society, dans laquelle vous allez avoir un personnage important, Newton, qui va jouer un rôle. En France, dans les années 1660 aussi, est créée l'Académie royale des sciences, qui existe toujours, sauf qu'elle ne s'appelle plus royale. C'est une des 5 académies de l'Institut de France. Je vous montre maintenant, donc vous avez compris en conclusion quelle est l'importance d'étudier des utopies. C'est que même des politiques qui, à l'heure actuelle, ont très mauvaise presse et apparaissent avant tout comme des opportunistes par rapport à leur carrière personnelle, ont été capables d'imaginer des sociétés qui pouvaient apporter un progrès à l'humanité. Et je voulais donc par cette leçon, à vous qui êtes de futurs professeurs, montrer qu'il y a peut-être moyen, à partir du genre utopique, surtout dans le cadre des cours de français, dans le cadre des cours de langue, il faut disposer, c'est les tout débuts. Je veux dire, il n'y a pas moyen de travailler sur des textes littéraires dans les classes que vous aurez plus tard, mais je crois que ça vaut quand même l'occasion de faire réfléchir vos élèves quand même sur la possibilité de penser à une autre société que la nôtre. Ce n'est pas interdit. Vous n'avez pas à les orienter vers ce choix,
mais au moins les guider sur au moins la création de ce possible. Alors, comme à l'habitude, je vous présente un certain nombre de livres qui permettront, si le cœur vous en dit, d'approfondir le sujet d'aujourd'hui, savoir utopie et politique en Angleterre à la Renaissance. Donc, au début de ce cours, je vous ai lu un passage d'Hésiode tiré des Travaux et des Jours, en belles lettres. Ensuite, vous avez l'incontournable source d'inspiration pour Thomas More, mais aussi pour Francis Bacon, à savoir La République de Platon. Ici, c'est dans la collection Gontier. Alors, si le mythe de l'Atlantide vous accroche, il faut se référer au Timée et au Chrysias de Platon. Ce sont deux dialogues célèbres. Ici, vous avez l'édition Garnier-Flammarion, et vous avez également référence au thème du communisme aussi dans les lois de Platon. Ici, vous avez l'édition Garnier-Flammarion. On passe à la littérature latine, après la littérature grecque, toujours sur le même thème, l'épicolique de Virgile, donc le grand poète latin du 1er siècle avant notre ère, les métamorphoses d'Ovide, alors les poèmes de Tibulle, toujours dans la littérature latine, et la cité de Dieu de Saint-Augustin. J'ai apporté ici le volume 1 dans la collection Sagesse, édition du Seuil. On poursuit dans le temps, on arrive à la Renaissance, ouvrage qui est en résonance avec l'Utopia de Thomas More, l'éloge de la folie, donc en latin c'est Laus Stultitiae, de son grand ami Erasme, qui est publié 6 ans plus tôt, donc en 1510. Vous avez ici en collection bilingue. De François Rabelais, Pantagruel, en 1532, qui va bientôt être suivi 2 ans plus tard par son Gargantua. Cyrano de Bergerac, qui est souvent connu essentiellement par la pièce que Rostand en a fait à l'extrême fin du XIXe siècle, mais qui a été un grand penseur, un libre penseur, donc de la première moitié du XVIIe siècle. Voyage dans la Lune. Vous connaissez aussi certainement par le film, c'est de Rapneau, si mes souvenirs sont bons, avec Gérard Depardieu qui joue Cyrano. Hein? Alors, le Télémaque de Fénelon, ça c'est Louis XIV, les entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle, qui, vous le savez peut-être, est mort à 100 ans, donc 1651-1751. Quoi, il y avait quand même des gens qui vivaient très vieux au XVIIe et au XVIIIe siècle. De Diderot, le supplément au voyage de Bougainville. Alors là, on saute un siècle directement et on passe au XXe siècle, donc en 1932, lorsque Aldous Huxley publie Le meilleur des mondes. Je vous ai parlé aussi de 1984, donc de George Orwell. Et enfin, publié en 2005, ce roman très discuté et discutable, La possibilité d'une île de Michel Houellebecq. Alors, ouvrage maintenant généraux sur l'utopie, dans la collection Référence du Point, le numéro de mars 2015 est consacré aux utopies, changer le monde, les grands textes expliqués. Jean Servier, dans la collection Idées, Histoire de l'utopie.
d'Erasma Campanella, texte de Roland Craé. Il y a deux articles très intéressants sur l'utopie chez Campanella et un autre texte sur l'utopie pratiquée des anabaptistes. Donc était une secte protestante en Allemagne au XVIIe siècle. De Thomas More, l'utopie aux éditions sociales, collection essentielle. La Nouvelle Atlantide de Francis Bacon en Flammarion, dernier Flammarion. Du même Bacon du progrès et de la promotion des savoirs, c'est le texte qui date de 1605. Oui, en la texte latin, et le texte, non, texte anglais et texte en latin date de 1620. Alors, dans la collection bilingue, les essais de Bacon, donc qui est un peu le pendant des essais de Michel de Montaigne, de Friedrich Engels, qui était le complice de Karl Marx, l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, aux éditions sociales, pour illustrer le passage que j'ai pu vous lire sur le communisme, tel que proposé par Thomas More. Et enfin d'Alain Touraine, qui vit toujours, maintenant il doit avoir près de 90 ans. Vous connaissez certainement sa fille qui est ministre de la Santé en France, Marie-Sol Touraine. Le mouvement de mai ou le communisme utopique. Il s'agit évidemment de mai 68. Alors, quelques ouvrages maintenant généraux. D'abord, d'André Vaucher, La spiritualité du Moyen-Âge occidental, 18e, 13e siècle, dans la collection Point au seuil. Alors ça concerne entre autres une utopie dont je ne vous ai pas parlé au Moyen-Âge, c'est l'existence des monastères, parce qu'en fait les moines essaient de vivre leur propre utopie en vivant en communauté dans la prière pour Dieu. De Robert Mandrou, Des humanistes aux hommes de science, 16e et 17e siècle, même collection. L'humanisme en Europe au temps de la Renaissance, de Jean-Claude Margolin, que sais-je. De Seine Dresden, L'humanisme et la Renaissance dans l'univers des connaissances. d'Ernst Bloch, le philosophe marxiste, La philosophie de la Renaissance dans la petite bibliothèque Payot. Dans les cahiers des sciences, le numéro 2, consacré à la Renaissance, Nouveau Monde, Nouvelle Science. C'est le numéro d'avril 1998. Collection référence au point, La Renaissance, les textes fondamentaux, Pétrarque, Montaigne, Pic la Mirandole, Ficin et Erasme. Donc ce sont des textes tout à fait contemporains de l'utopie de Thomas More, ou un peu antérieur, de Paul Murray Kendall, L'Angleterre au temps de la guerre des deux roses, aux éditions complexes. Et enfin, pour terminer, L'Angleterre du XVIe siècle à l'ère victorienne de François Charles Mouguel, en que sais-je. J'ai dit.